Bienvenue à Liège Créative et merci de nous rejoindre pour cette rencontre conférence où on va porter ce regard croisé sur la mise en place d'une stratégie brevet. Alors, je pense qu'il y a un mot qui sera fil rouge et en tout cas central aux échanges qu'on va avoir, c'est l'innovation, évidemment. Et vous savez probablement que c'est le fil rouge de notre programmation à Liège Créative, l'innovation sous toutes ses formes. Liège Créative, en quelques mots, pour ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois, c'est un forum de l'Université de Liège qui a pour vocation d'être un point de rencontre entre les acteurs du monde de la recherche, du monde de l'entreprise, du secteur public également, pour susciter, brasser les idées, les connaissances, susciter des envies de collaborer, faire émerger aussi, on l'espère, de nouveaux projets, en plus d'envie de collaborer ensemble. C'est un forum qui a été initié par l'interface entreprise, le bureau de transfert de technologie de l'Université de Liège, qui, comme les autres bureaux de transfert de technologie, a pour mission d'accompagner l'innovation issue de la recherche, notamment en sensibilisant et en gérant la propriété intellectuelle. Donc, c'est bien au cœur du métier de l'interface entreprise. Alors, la propriété intellectuelle, c'est une notion dont on a bien tous une vague idée, parfois pas assez précise. Je pense qu'on a souvent l'impression aussi que c'est vraiment l'affaire d'experts et c'est vrai que c'est probablement une matière pour laquelle il est commode de se faire accompagner. On va encore le voir aujourd'hui. En tout cas, on sait qu'on se pose souvent de multiples questions. Je rencontre, d'ailleurs, vous êtes quand même assez nombreux à avoir répondu positivement à notre invitation. Elle va vous donner des réponses à toute une série de questions qu'on peut se poser dans ce parcours lié à la question de la propriété intellectuelle. On va se concentrer sur la stratégie brevet avec donc un triple regard, comme ça a été annoncé. Celui issu du monde de l'entreprise avec Christophe Pagnoul, qui est R&D manager au sein de Physiol, je vous le représenterai tout à l'heure. Le point de vue du monde de la recherche avec notre collègue Fabienne Piron, qui est gestionnaire PI à l'interface entreprise depuis 2016. Et Fabienne avait déjà une entreprise en IP avant de rejoindre le bureau de transfert de technologie de l'Université de Liège, puisqu'elle travaillait déjà à la sensibilisation, notamment auprès des étudiants et des chercheurs. Elle a travaillé aussi chez Picaré. Et en brevet avec Evelyne Gridley, qui est patent attorney chez Gevers, bureau Gevers, depuis 2014, et elle est également chargée de cours à l'Université de Liège depuis 3 ans. Chacun de nos 3 intervenants ont aussi à la base un parcours scientifique et je pense que c'est aussi intéressant de le préciser. Ça permet aussi de comprendre qu'ils ont une bonne compréhension des deux côtés, je dirais, de la réflexion. Je vais maintenant céder la parole à Fabienne Piron, donc, qui va commencer en prenant la main sur la présentation. On va rentrer dans le vif du sujet. Elle va aborder la stratégie pays à l'université et notamment évoquer les étapes clés et certaines problématiques qui sont vraiment propres à la recherche universitaire. Merci Fabienne. Bonjour à tous, merci Delphine pour cet accueil. Et donc pour ma part, je vais me focaliser donc sur la gestion de la propriété intellectuelle focalisée brevet au sein de l'Université de Liège. Donc notre mission à l'interface, c'est de détecter au sein des résultats de recherche si ceux-ci sont potentiellement valorisables, c'est-à-dire s'ils sont transférables en dehors du champ académique vers la société au sens large du terme. Alors, comment s'opère cela? Alors, je vais prendre mon pointeur. Voilà. Donc, comment s'opère cette détection? Au travers de divers outils d'innovation boost, tels que des événements comme celui qui nous rassemble aujourd'hui, ou alors des rencontres plus spécifiques, par exemple des campagnes de sensibilisation auprès des chercheurs. Et donc, il importe alors de bien comprendre le contexte qui a permis de générer ces résultats. Donc, c'est à travers l'innovation management, où là, on va identifier clairement s'il y a une potentielle valorisation et on va analyser alors comment protéger le concept via les droits de propriété intellectuelle, notamment le brevet, afin de pouvoir optimiser le transfert de technologie. Donc là, on se dirige vers l'innovation transfer. Donc, la protection et la valorisation, elles vont de pair. On ne protège que si on va protéger par les droits de propriété intellectuelle que si on envisage de valoriser, si on voit déjà, on entrevoit déjà des voies de valorisation. Donc l'un, la protection ne va pas sans l'autre, la valorisation.
Mais néanmoins, les chercheurs de l'université, ils sont préoccupés avant tout par leur progression au sein de leur parcours académique, qui nécessite forcément la diffusion de leurs résultats de recherche, donc via des congrès, donc présentations orales ou des publications. Et dans ce cadre, le moment de la diffusion de résultats de recherche est vraiment pertinent si on prévoit de protéger, notamment par le brevet. Et donc, le bon timing, c'est vraiment le fil rouge de notre séminaire à tous aujourd'hui. Et donc, dans le cadre d'un brevet, eh bien, on va analyser les critères de brevetabilité. Et si ces critères de brevetabilité nous semblent rencontrés, a priori, on va rapidement se poser alors la question du bon timing, la question du moment clé. Quel est le bon timing pour publier et ou pour protéger par brevet? Donc ici, on a un schéma très général de la ligne du temps d'un brevet avec le dépôt prioritaire ici, donc le temps zéro. Et on va interagir alors au plus près du chercheur dès le départ pour avoir des discussions afin de croiser leurs impératifs de publication versus les critères de brevetabilité. Donc, avant le dépôt de la demande de brevet, avant le dépôt prioritaire, bien entendu, on vérifie qu'il n'y a pas eu de diffusion ni écrite ni orale, pas de divulgation donc. Ensuite, une fois que le dépôt de la demande de brevet est effectué, on va analyser le rapport de recherche. On va interagir avec les chercheurs pour voir s'ils ont pu apporter de nouveaux résultats qui viendraient consolider la demande de brevet. Donc, dans ce cadre-là, on a la possibilité de pouvoir les intégrer durant les 12 premiers mois, durant l'année prioritaire. Et si pas, on a même, si jamais le résultat déforçait la demande de brevet initiale, prioritaire, on a même la possibilité alors de retirer en déant les 18 mois et même, je dirais, dans les 15-16 premiers mois après le dépôt. Et puis, au-delà des 18 mois. Donc là, durant cette période de 12 à 18 mois après dépôt, OK pour une publication, mais on demande bien aux chercheurs de ne publier que ce qui est relatif au contenu de la demande prioritaire. Sinon, il y a des risques. S'ils ont de nouveaux résultats, il ne faut pas qu'ils aient été divulgués avant de pouvoir être intégrés dans la demande, dans l'année prioritaire. Et puis, au-delà des 18 mois, pas de problème pour publier leurs résultats. Et donc, comme je le disais, le fil rouge, c'est vraiment le bon timing. Donc, attardons-nous sur les critères de brevetabilité. Et donc, pour être brevetable, une invention technique doit être considérée comme ayant une application industrielle, c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir être reproduite industriellement, dans tout type d'industrie, y inclut l'agriculture. Donc, en général, ce critère-là, on l'acquiert assez rapidement. Donc, la nouveauté. Et donc là, au niveau de ce critère de nouveauté, le timing, le temps zéro est vraiment pertinent. Donc, l'activité doit être nouvelle, c'est-à-dire non connue du public au moment du dépôt de la demande prioritaire. Et donc, pas de diffusion ni écrite, ni orale, ni de démonstration de prototype. Et donc, si on est dans un cadre confidentiel, donc par exemple, si l'équipe de recherche est tenue par la confidentialité et est informée de la confidentialité et qu'elle interagit, là, ça n'est pas considéré comme public, c'est dans un cadre confidentiel. Alors, bien entendu, dans ce cadre-ci du critère de nouveauté, ce moment T0, il y a des exceptions, telles que les dépôts de brevets antérieurs à ce moment clé de dépôt prioritaire. Et donc, s'il y a des dépôts de brevets antérieurs, mais qui ne sont pas encore publiés au moment T0, donc là, c'est vraiment l'exception qui est décrite dans l'article de la Convention, article 54.3. Et puis, alors, il y a cette fameuse période de grâce qui est reconnue dans certains pays, mais là-dessus, Evelyne reviendra tout à l'heure. Evelyne Gridley reviendra tout à l'heure sur ce point-là. Alors, le troisième critère, lui aussi, il est dépendant du temps, puisqu'on va évaluer dans l'activité inventive l'état de l'art connu par l'homme du métier au moment de ce dépôt prioritaire, et forcément dans un domaine qui lui est connu à ce moment-là. Donc, ce T0, ce moment T0, ce jour J du dépôt de la demande prioritaire, il est très pertinent. Ainsi, si je reviens à ma question de départ, quel est le bon moment pour publier et ou pour breveter? Voici le schéma classique d'une procédure brevet, où on retrouve les jalons principaux à partir du T0, du moment du dépôt de la demande prioritaire.
du PCT, donc le dépôt, on passe par le PCT 12 mois après, publication 18 mois après. Et donc là, ça nous permet d'avoir ce temps de 30 à 31 mois pour entrer en phase nationale, donc pour décider dans quel pays il serait intéressant de pouvoir entrer la procédure brevet. Ensuite, il y a un examen qui va durer plusieurs années, où là aussi, on va devoir respecter des timings, des deadlines, et puis la publication de la délivrance, la période d'opposition et donc la vie du brevet. Alors, avant ce T0, on reste vraiment dans un cadre confidentiel, donc pas de diffusion, pas de divulgation de résultats. Alors, entre le moment T0 et les 12 premiers mois, donc durant cette période prioritaire, on va recevoir le rapport de recherche et on interagit alors avec les chercheurs pour voir pour échanger par rapport à ce rapport de recherche reçu de l'Office, mais aussi pour voir si de leur côté, ils ont pu collecter de nouvelles données qui pourraient venir s'additionner, qui pourraient venir consolider la demande de brevet prioritaire. Et puis, on leur demande si ces résultats n'ont pas été publiés. Et si tous ces critères sont favorables, alors on va pouvoir consolider la demande initiale. Alors, ensuite, au bout de 18 mois, il y a la publication de la demande de brevet. Et bien entendu, on a toujours la possibilité de pouvoir retirer s'il y a l'une ou l'autre raison qui pourrait le justifier. Alors, ce qui est important, c'est qu'ensuite, on a vraiment une rencontre importante avec les chercheurs où on va passer en revue les avancées en termes de résultats de recherche. Est-ce qu'ils ont pu avancer au niveau de la maturité des résultats afin qu'ils soient plus proches du marché? Où en sont les critères de brevetabilité par rapport aux premiers échanges qu'on a, par rapport au rapport de recherche qu'on a reçu de des examinateurs des offices? Et puis, quelles sont les avancées en termes de l'intérêt industriel qui a été manifesté, puisque l'université n'a pas pour vocation première de commercialiser le produit ou le procédé. Et donc, au-delà des 30 mois, évidemment, on rentre dans ces procédures d'examen dans chacun des territoires où on a entré la procédure. Donc, les paramètres importants, si je reviens au tout début de mon intervention, l'un ne va pas sans l'autre. On ne protège que si on entrevoit une valorisation, c'est-à-dire si les résultats sont potentiellement valorisables. Alors, un brevet, il permet de protéger les résultats de recherche contre éventuelle utilisation intempestive telle que la contrefaçon ou un usage litigieux. Et donc, il permet de contrôler l'usage qui en est fait. Mais ça n'est pas une fin en soi, un brevet. Donc, on n'a pas encore valorisé économiquement les résultats. Et au contraire, un brevet, à ce stade-ci, ça coûte cher. Donc, durant les 2 premières années, on peut estimer autour de 15 à 20 000 euros les frais. Et puis, durant les 3 années suivantes, selon les pays où on a décidé d'entrer la procédure, on peut estimer que ça s'élève de 10 à 20 000 euros par pays. Donc, sans oublier les frais de maintenance qui vont permettre de maintenir le brevet valide. Et donc, on peut vite passer la barre des 100 000 euros. Donc, si on en revient à ces actions de valorisation économique qui ont été entreprises dès le début de la rencontre avec le chercheur, il est vraiment important au plus tôt de pouvoir identifier un potentiel intérêt industriel afin que lui-même on puisse s'accorder via une licence et que cela se concrétise traditionnellement par soit une licence qui est concédée et qui va permettre à l'industriel d'utiliser le brevet. Mais en échange, l'industriel va prendre en charge ses frais qui pèsent très lourd et puis il va pouvoir bénéficier de cette utilisation, de cet accord pour utiliser la technologie brevetée pour pouvoir l'exploiter. Donc, pouvoir l'exploiter soit au sein de son entreprise, et si on n'a pas identifié l'entreprise, c'est vrai il y a la possibilité, bon ça je ne vais pas revenir dessus, mais du transfert via création de spin-off. Donc voilà, pour ma part, j'ai terminé cette introduction. Donc je passe la parole maintenant à Evelyne, qui va revenir sur certains points abordés durant notre rencontre de cette journée. Voilà, merci pour votre attention. Bonjour à tous.
Je vais prendre le relais alors. Donc, moi, dans la présentation d'aujourd'hui, je viens partager avec vous mon regard de mandataire en brevet, qui suis confronté à des problématiques de timing et de stratégie brevet dans de nombreuses sociétés. Et le fil rouge de la présentation étant le timing, je vais revenir avec vous en particulier sur les notions de liberté d'exploitation et la meilleure façon de gérer le timing pour essayer de s'assurer un maximum de liberté d'exploitation. Et pour ça, je vais d'abord parler de brevetabilité. Donc, au dépôt, l'invention doit être nouvelle et inventive, comme Fabienne l'a expliqué. Ça veut dire que tout ce qui est connu du public avant forme l'art antérieur qui peut s'opposer à la brevetabilité de l'invention. Et l'art antérieur, ça peut être des documents brevets, ça peut être des magazines, des sites web, ça peut être des films YouTube, des présentations orales, des produits sur le marché qu'on peut rétro-ingénierer pour voir comment ils sont faits. Tout ça va déforcer la brevetabilité de l'invention. Après le dépôt, il y a quelques exceptions. La principale exception, c'est la période de grâce. Aux États-Unis, par exemple, si un inventeur a divulgué son invention dans l'année qui précède le dépôt, cette divulgation ne va pas pouvoir s'opposer à la brevetabilité de l'invention. Au Japon, c'est pour une période de 6 mois. En Allemagne, ça existe pour les modèles d'utilité, c'est des petits brevets pour une période de 6 mois aussi. Ça permet de sauver les meubles dans certains cas, ce n'est pas l'idéal. 18 mois plus tard, après le dépôt, la demande de brevet est publiée. Et cette publication permet d'obtenir une protection provisoire. Elle est provisoire parce qu'en fait, typiquement à ce moment-là, la protection finale, la portée du brevet final n'est pas encore connue. Et cette protection tombera à l'eau, par exemple, si un brevet n'est jamais délivré, ou cette protection ne s'appliquera que dans la portée du brevet qui sera finalement délivré. Puis finalement, il y a la délivrance, et à la délivrance, l'invention est protégée de façon ferme. Elle est protégée pour 20 ans maximum, mais 20 ans à partir du dépôt. Dans certains cas, par exemple dans le domaine des médicaments, on peut gagner quelques années en plus. Ça dépend de la date de mise sur le marché. Pour parler de liberté d'exploitation, je vais reprendre le schéma et le compacter en prenant un exemple un peu simpliste, mais qui permet de comprendre ce qu'est la liberté d'exploitation et pourquoi liberté d'exploitation et brevetabilité, ce n'est pas la même chose et comment on peut jouer au mieux. Supposons qu'il y a une demande de brevet qui a été déposée ici, le brevet a été délivré ici, il y a de l'heure antérieure, et cette première invention concerne un matériau spécifique. On a une deuxième demande de brevet, avec une date de dépôt un peu différente, un art antérieur un peu différent, délivré à une autre date, et on a une deuxième invention qui concerne une forme de vis spécifique. Et puis, moi, je travaille dans une société qui développe des montures de lunettes. Et mes équipes de R&D ont développé une nouvelle forme de branche de lunettes. Et cette nouvelle forme de branche de lunettes, ils ont réinventé le matériau spécifique. En faisant de la R&D, ils ont trouvé que ce matériau-là, qu'ils ne connaissaient pas précédemment, marche particulièrement bien. Et puis, ils ont réalisé que pour fixer la branche de lunettes à la partie centrale, eh ben, une forme de vis spécifique est particulièrement adéquate. Et ils l'ont réinventée, cette forme de vis spécifique. Alors, évidemment, le but, c'est de mettre ces lunettes sur le marché, en production et puis sur le marché. Mais si ces lunettes sont produites et puis sont vendues, c'est une contrefaçon parce qu'elles reproduisent le matériau spécifique qui est ici et elles utilisent la vis spécifique qui est ici. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est vérifier la liberté d'exploitation le plus tôt possible dans le processus de R&D. Parce que si, au début, on a vérifié la liberté d'exploitation, on peut changer de matériau, on peut changer de forme de vis, on peut s'arranger avec le possesseur du brevet, soit lui demander une licence, soit acheter les vis chez lui. Il y a moyen de trouver des solutions. Ou bien, on peut attaquer le brevet. Mais au niveau du timing, un premier point, c'est que la liberté d'exploitation, au plus tôt elle est vérifiée, au mieux c'est pour avoir des options. Par
Et si on se retrouve dans la situation où on veut invalider un brevet gênant, par exemple, on veut invalider le deuxième brevet qui concerne une forme de vis, on va pouvoir, pour l'invalider, utiliser tout l'art antérieur qui date d'avant le dépôt. Et au niveau du timing, vu que c'est le sujet d'aujourd'hui, il y a globalement 3 périodes pour invalider une demande de brevet ou un brevet. Avant la délivrance, on peut faire des observations tiers. Les observations tiers, c'est facile. C'est un formulaire sur le site de l'Office européen des brevets, par exemple, où on explique à l'examinateur pourquoi c'est pas brevetable, parce qu'en fait, l'invention elle a été décrite dans tel article scientifique et on a une date qui prouve que l'article a été publié avant la date de dépôt. C'est facile, c'est pas cher si on connaît l'art antérieur, c'est anonyme en Europe et l'examinateur est censé en tenir compte. Maintenant, des observations tiers, c'est une arme à double tranchant, dans le sens où ça met la puce à l'oreille du déposant. Il y a énormément de demandes de brevets qui sont publiées, qui ne sont jamais délivrées. Il y a plein de gens qui laissent tomber, il y a plein de gens qui choisissent peu de pays. Et si on fait des observations tiers, c'est montrer au déposant que son invention est intéressante. Donc, il va essayer de se battre pour avoir une plus grande portée. Il va déposer une demande divisionnaire, ce qui permet d'ouvrir des options si le brevet est attaqué. Il va choisir plus de pays. Il va chercher aussi dans ses concurrents qui pourrait être contrefacteur. Donc, les observations tiers, c'est facile, mais ça a des côtés un peu négatifs. La meilleure solution, c'est une opposition. Dans les X mois après délivrance, le X varie un peu de pays, mais en Europe ou en France, par exemple, c'est 9 mois. Il y a moyen de contacter l'Office des brevets en leur expliquant que le brevet n'est pas valable. De nouveau, principalement sur base de l'art antérieur. Et donc, c'est une procédure devant l'Office des brevets qui dure quelques années typiquement. Mais il faut que ce soit 9 mois après la délivrance. Après, c'est trop tard. Après, c'est la nullité. Alors, à l'heure actuelle, en Europe, la nullité, c'est pays par pays. Autrement dit, si le brevet est embêtant en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, il va falloir aller devant les tribunaux de chacun des pays pour casser le brevet. Les frais sont assez faramineux et parfois les tribunaux des différents pays rendent des décisions qui ne sont pas cohérentes les uns avec les autres. C'est pour ça que l'opposition devant l'Office européen des brevets qui permet une décision centrale est beaucoup plus intéressante. Dans les mois qui viennent ou en 2023, ceci ne sera plus tout à fait vrai. L'opposition restera inchangée, mais la nullité pourra se faire de façon centralisée pour une série de pays de l'Union européenne. Quand on aura le brevet unitaire, ce sera relativement centralisé. Mais par exemple, le Royaume-Uni ou la Suisse ne seront pas dedans. Donc, garder un œil sur ce que font les concurrents pour pouvoir attaquer le brevet juste après la délivrance est aussi particulièrement important. Et aussi, si on veut attaquer un brevet, c'est avant tout sur base de l'art antérieur. Donc, parfois, ça fait pester parce qu'en fait, l'idée qui était brevetée ici, on l'avait dans ces cartons des années auparavant, mais on ne l'a jamais fait connaître au public. Et on se retrouve embêté par un brevet alors qu'on avait eu l'idée avant l'autre. Donc, ce que je conseille, moi, en général, c'est si vous avez une idée, vous savez que vous ne voulez pas la breveter, mais vous voulez empêcher d'autres de la breveter, c'est de la faire connaître au public. Ça peut être dans des magazines, ça peut être en déposant une demande de brevet uniquement en Belgique, le prix est raisonnable quand c'est uniquement en Belgique, ou alors on peut le faire d'une façon plus ou moins discrète ou plus ou moins visible, mais de façon à créer un maximum d'art antérieur qui va augmenter les seuils pour vos concurrents pour déposer une demande de brevet. Donc, on vient de parler de la liberté d'exploitation. Mais cette fameuse forme de branche, on peut aussi en fait chercher à la protéger. L'art antérieur, par rapport à ça, ce sera tout, si on les pose ici, tout ce qui a été publié avant. Là-dedans, il y aura l'invention 1, mais ça concerne un matériau spécifique, pas une forme de branche. Il y aura l'invention 2, ça concerne la forme de vis, pas la forme de branche. Donc, c'est important de comprendre la différence entre liberté d'exploitation et brevetabilité. Ici, pour la forme de branche des lunettes, on peut ne pas avoir la liberté d'exploitation par rapport à ce matériau et cette forme de vis.
tout en ayant une forme qui est suffisamment originale pour être brevetable. Et dans ce cas-là, il y a un compromis à trouver par rapport à la date où on dépose une demande de brevet. Dans le sens où, d'un côté, on veut être le plus tôt possible, surtout si on sent que c'est un domaine qui bouge beaucoup, on sait qu'il y a des concurrents qui sont en train de rechercher dans la même chose, dans le même type de domaine. Là, il faut vraiment mieux être le plus tôt possible. Mais d'un autre côté, il faut avoir suffisamment d'informations pour pouvoir décrire comment réaliser l'invention. C'est ce qu'on appelle le critère de suffisance de divulgation. La demande de brevet doit décrire au moins une façon de réaliser l'invention. Pour vous donner un exemple, imaginez que les branches de lunettes, l'invention, ce soit de mettre des diodes dedans, des diodes électroluminescentes, et que l'idée, c'est de mettre une batterie au niveau du nez, au niveau du pont des lunettes, pour pouvoir alimenter les diodes. Chouette idée, sympa, ça doit pouvoir se vendre. Maintenant, il faut que la demande de brevet décrive d'une façon ou d'une autre comment connecter la batterie aux diodes malgré les charnières. Si la demande de brevet dit juste on met la batterie là, on met les diodes là, sans expliquer d'aucune façon comment la connexion électrique peut être faite, elle n'a aucune chance de passer. Elle ne décrit pas suffisamment l'invention pour pouvoir être brevetable. Donc, pour conclure cette partie-ci, un bon timing, c'est quoi? Avant tout, comme Fabienne l'a dit, c'est déposer une demande de brevet avant toute divulgation. Mais pas trop tôt pour avoir suffisamment d'éléments pour pouvoir réaliser l'invention. Un bon timing, c'est vérifier la liberté d'exploitation au début de la R&D, parce que ça permet d'avoir beaucoup plus de portes ouvertes que quand on a déjà investi énormément de temps et d'argent pour développer quelque chose, ou si c'est déjà en production, ou si on doit retirer les produits du marché. C'est vraiment embêtant. Un bon timing, c'est aussi garder en permanence un œil sur les brevets des concurrents pour avoir une idée d'où ils en sont, dans quelle matière, dans quelle direction ils vont, pour pouvoir réagir en faisant opposition dans les temps, pour pouvoir contourner les brevets des concurrents si on se rend compte que c'est possible. Et un bon timing, c'est aussi divulguer tôt ce que vous ne voulez pas breveter ou garder secret, parce que ça permet d'augmenter l'art antérieur et donc de compliquer la vie de vos concurrents. Et je vais laisser la parole à M. Pagnoul. Merci Evelyne pour cette présentation très claire sur la ligne du temps. Je pense qu'on va encore évoquer la problématique de la concurrence, notamment avec Christophe Pagnoul, donc responsable R&D chez Physiol, entreprise spécialisée dans les innovations optiques, dans les solutions optiques innovantes. C'est plus juste, en tout cas, on reste dans le domaine des yeux avec les exemples qui vont suivre. Monsieur Pagnoul, vous pouvez partager votre écran. Bonjour à tous, je m'appelle Christophe Pagnoul, je suis directeur R&D chez Physiol, nouvellement BVI. Notre domaine d'activité concerne la chirurgie de la cataracte et plus précisément la mise au point, la fabrication et la commercialisation d'implants dits intraoculaires. En fait, ce sont des lentilles de contact implantables à la place de cristallage chez les patients qui souffrent de problèmes de la cataracte à partir d'un certain âge. Voilà. Donc, nous sommes clairement dans le dispositif médical implantable permanent. Voilà. Donc, quelques dates clés de la société. La société a été créée en 1986, donc il y a presque 40 ans, si je compte bien, par un professeur de physique à l'ULG qui s'appelait Michel Delmel. Et la dernière date que je peux mentionner qui est intéressante pour nous, c'est l'acquisition du groupe Physiol par une société américaine qui s'appelle BVI, implantée à Boston et qui est spécialisée dans les solutions ophtalmologiques de la chirurgie, qui va de l'implant au développement des équipements électroniques, des dispositifs de type gel pour soigner également des pathologies intraoculaires. Donc, cette société-là vise d'avoir, comment dirais-je, un one-stop shopping pour la chirurgie ophtalmologique au niveau des différents produits. Alors, en quelques chiffres, on est présent dans une cinquantaine de pays, jusqu'à 70 pays qui mentionnent sur le slide. On est à peu près 200 personnes à Liège, on est 1500 dans le groupe BVI de façon globale.
et on a vendu à peu près 500 000 lentilles intraoculaires l'année dernière. Comme ça, vous avez une idée de la taille du marché et de la position de notre société dans le segment de la chirurgie de la cataracte. On exporte beaucoup, hein, puisqu'on est belge, on est condamné à exporter. Le marché domestique est très petit. Et on m'a invité parce qu'on a un portefeuille de brevets qui est relativement étoffé, puisque 90% des revenus du chiffre d'affaires provient de produits qui sont brevetés. Alors, une lentille intraoculaire, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une lentille de contact, comme je vous l'ai dit, excepté qu'il y a des pattes. Hein, vous voyez des petites oreilles, là, on appelle ça Mickey Mouse d'ailleurs chez nous en interne. Et donc, ces petites oreilles, elles vont servir à stabiliser la plante intraoculaire dans l'œil, avoir une position stable au niveau Z et au niveau XY pour avoir une qualité optique, une performance de vision chez les patients excellente. Voilà. Alors, on développe non seulement les formes de l'implant, mais on développe également les matériaux, c'est nos propres matériaux, nos propres solutions optiques et également les dispositifs d'aide à l'implantation, donc les injecteurs, les accessoires qui peuvent aider le chirurgien à implanter la lentille intraoculaire dans le milieu du sac capsulaire. Voilà. Alors, on fabrique comment? On fabrique une partie polymère, évidemment, on fabrique des matériaux, puis les matériaux, on doit les micro-usiner avec des machines à commande numérique. On a à peu près entre 60 et 70 machines à commande numérique. Donc, ce qui permet de produire en 3 shifts de quelques milliers d'implants par jour. Et ce sont des tournages ultra précis avec des couteaux en diamant, avec des résolutions qui sont de l'ordre de des précisions qui sont de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres. Voilà. Alors, au niveau des brevets en tant que tel, on a un portefeuille à peu près de 19 brevets, voilà, qui concernent, comme je vous l'ai dit, différents segments, différentes catégories. Donc, il y a d'abord les propriétés mécaniques des implants intraoculaires. On a également des brevets par rapport aux matériaux, des brevets par rapport à des designs optiques qu'on développe en partenariat, notamment avec le Centre spatial de Liège ou des centres de recherche en Europe. Ça peut concerner également l'emballage, simplement, y compris les méthodes de stérilisation et enfin les accessoires utilisés pour la chirurgie. Donc, on a un panel de brevets dont les segments sont assez, comment dirais-je, variés, diversifiés. Voilà. Alors, parmi ces brevets, on a à peu près, je ne vois pas parce qu'il y a les photos qui... Oui, voilà. On a 8 brevets sur 19 brevets qui sont actifs. Donc là, vous me direz pourquoi on en a 8 qui sont actifs alors que j'en ai déposé 19. Parce qu'il y en a qui n'ont pas conduit nécessairement à un produit commercialisé ou commercialisable parce qu'il y avait un potentiel qui s'est avéré moins intéressant que prévu initialement par la R&D, et d'autres qui le seront très bientôt. Donc à terme, on vise à peu près à avoir un brevet sur 2 qui est valorisé commercialement. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine efficience, mais il y a peu de pertes. Hein. Donc on fait plus de brevets que de produits commerciaux brevetés. Donc, il y a une perte à peu près de un brevet sur 2. Voilà. Donc, 90% des ventes, comme je vous l'ai dit, viennent de produits brevetés et ils sont couverts par au moins un brevet. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs brevets pour un même produit. Pourquoi? Parce qu'on brevette la forme de l'implant, on brevette le matériau, on brevette l'accessoire pour l'implanter, on brevette l'optique, on brevette le packaging. Donc, on peut avoir plusieurs brevets concernant un même produit commercialisé. Voilà, ça c'est l'histoire de la timeline des différentes innovations depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Et donc vous voyez que ça peut concerner différents types de produits commerciaux. Voilà, donc ça c'est Givers qui m'a gentiment préparé cette timeline. Donc vous voyez, c'est du premier dépôt jusqu'à la péremption du brevet, donc 20 ans après. Voilà ce qu'on peut suivre au jour le jour en termes de shelf life, je vais dire, du brevet. Donc, depuis son premier dépôt, jusqu'à la date de péremption 20 ans plus tard. Je vais revenir tout à l'heure de façon plus précise. Alors, on m'a demandé de répondre à des questions précises par rapport à la problématique des brevets. Voilà, alors on m'a demandé où vous déposez en premier. Donc, un premier dépôt en général est réalisé en Belgique pour 2 raisons essentielles. Un avantage fiscal lié au brevet déposé chez nous en Belgique, on expliquera tout à l'heure pourquoi.
Et deuxièmement, pour avoir un retour rapide de l'Office européen des brevets, avoir un rapport de recherche dans les 9 mois. Donc, ça permet de statuer très rapidement pour voir si notre brevet, je vais dire, a un espoir d'être granté, d'être transformé en un brevet, en une invention brevetable et protégée. Donc. Pour les inventions clés, on brevette souvent dans un autre pays, et puis particulièrement les États-Unis, en plus de la Belgique. Pourquoi? Parce que je fais partie de groupe américain, donc le marché américain est important pour eux, même crucial, et parce qu'on a un examen plus rapide des États-Unis en passant par un premier dépôt aux États-Unis que via la voie classique du PCT. Et in fine, les règles d'obtention du brevet, comme Mme Grilden l'a mentionné tout à l'heure, sont quelque peu différentes aux États-Unis qu'elles ne le sont en Europe et par ailleurs. Alors, on a des cas plus particuliers dans le cas d'une co-invention ou un co-développement réalisé avec un centre de recherche. En général, on dépose en Belgique et dans le pays du co-déposant. J'ai un exemple précis. On a développé très récemment un nouveau concept d'implant optique en partenariat avec un centre de recherche à Madrid. Donc, je suis en contact avec le FNRS et l'interface locale, si vous voulez, du FNRS local à Madrid, et on a co-déposé en Espagne et en Belgique. Je tiens également à préciser que ce partenariat a été rendu possible grâce à l'intervention de l'Enterprise Europe Network, qui est un réseau qui cherche à mettre en contact des laboratoires, des centres de recherche pour les idées innovantes et les sociétés industrielles qui pourraient valoriser ces idées. C'était l'intervention de l'interface avant via Madame Collier. Donc c'est un succès puisque actuellement on génère du chiffre d'affaires avec cet implant depuis 3 ans et on paye en conséquence des royalties au laboratoire qui a co-développé l'implant à Madrid. Alors, quand on introduit la demande de brevet, le plus rapidement possible. Donc, on ne perd pas notre temps à faire des dépôts, des e-dépôts, aller chez le notaire comme on le faisait dans le temps. Hein. Au tout début, moi, je faisais une lettre que je décrivais sur un carton de bière, l'invention, puis j'allais chez le notaire et je déposais ça dans un coffre. Et maintenant, je ne sais même plus où j'ai déposé parce que j'ai oublié quel notaire, etc. Bref, donc maintenant, on dépose directement un brevet, comme je vous l'ai dit, d'abord en Belgique et puis souvent aux États-Unis au même moment. Et on le fait très rapidement dès qu'on a fait le proof of concept R&D. Donc, c'est souvent 3 à 5 ans avant l'autorisation de mise sur le marché. Et pourquoi ce délai si long? Parce qu'on est dans le domaine médical permanent. Donc, ça veut dire que c'est des dispositifs médicaux qui sont implantés de façon permanente. Donc, on doit couvrir les risques biologiques et cliniques liées aux matériaux qu'on développe. Donc, il faut faire des études de validation en termes de biocompatibilité. Donc, ça prend du temps. Et on doit faire, dans certains cas, souvent, des études cliniques pré-market jusqu'à 300 patients avec un recul de 3 ans. Tout ça prend du temps. Donc, entre le POC R&D, le dépôt de brevet juste après et l'autorisation de mise sur le marché peut s'écouler entre 3 et 5 ans. Et je rappelle, c'est évident, mais que c'est le premier déposant qui a le droit au brevet. Et donc, si je dépose le lendemain ou 2 heures après un concurrent, je paie le droit au brevet. Et c'est du vécu. Et donc, plus on attend, plus l'état de la technique évolue, surtout dans un segment très dynamique, hein, où il y a beaucoup de brevets, beaucoup d'inventions, etc. Donc, il ne faut pas perdre une heure. Voilà. L'environnement technologique, marché social, l'environnement technologique, le marché, l'environnement sociétal, l'évolution des user needs, donc des critères d'utilisation pour l'utilisateur final, souvent est mature au même moment pour nous, mais également pour les concurrents. Donc, ça veut dire que souvent, il apparaît que on n'est pas les seuls à avoir l'idée géniale. Très souvent, tout le monde a la même idée au même moment. Et donc, ça veut dire que souvent, je constate que pour une invention déterminée, souvent en quelques mois, voire un an, tout le monde arrive au même constat, au même concept. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas traîner, il faut breveter avant les autres. Et c'est un peu la course à ce niveau. J'ai un exemple, par exemple, un produit phare de chez nous, qui est un implant trifocal qui permet de s'affranchir du besoin de lunettes pour voir à toutes les distances, donc de loin à la distance intermédiaire également pour lire.
ben, on a déposé quelques jours avant deux concurrents, concurrents en Allemagne, un concurrent au Japon, et ça s'est joué sur une dizaine de jours. Donc, si j'étais parti en vacances 8 jours, ben, ce serait foutu. Je ne serais pas là aujourd'hui pour vous en parler. Voilà. Donc, ça tient à très peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a déposé brevet de priorité et l'entrée en phase nationale? Au niveau de l'IP, on reçoit un rapport de recherche de l'Office européen des brevets. Pourquoi? Parce qu'on fait un premier dépôt belge en général. Et on analyse le rapport avec notre mandataire en brevet. Et on regarde également la pertinence de revoir la demande de brevet qui peut avoir évolué. Hein. Donc, et cette demande de brevet sera utilisée pour le dépôt PCT. Voilà, vous faites un dépôt PCT. En fait, PCT, on décide les territoires pour l'entrée en phase nationale. Souvent, on dépose en Europe, au niveau du PCT, aux US, au Japon, en Chine, en Australie, en Inde et en Corée. Pourquoi là? Parce qu'on vend là. Voilà. Et quand le brevet européen est délivré, là, on décide de valider le brevet européen dans les pays choisis. On ne fait pas toute l'Europe, on prend les pays principaux en Europe, là, il y a un marché qui atteint une taille critique. Et la Belgique, ce n'est pas une taille critique, mais comme on est belge, ben, on dépose évidemment ces premiers dépôts, on est également présent en Belgique. Alors, au niveau du BVI, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps, entre l'année de priorité et l'entrée en phase régionale? Ben, on regarde si la famille de brevet est toujours pertinente, si le brevet divulgue de façon précise et cohérente le produit qu'on a inventé. Parce que souvent, les chercheurs, il faut évoluer l'invention, le produit, et puis ils oublient qu'il y a un brevet qui a été déposé, et entre-temps, le produit qu'on va déposer, qu'on va commercialiser, ne correspond plus au brevet initial. Donc, il faut profiter de ce temps pour bien vérifier qu'on est en adéquation entre ce qu'on va fabriquer et vendre et ce qu'on a déposé comme brevet quelques mois auparavant. Et alors, on évalue la nécessité de déposer un nouveau brevet ou non, et ou de couvrir les améliorations qui étaient réalisées depuis le premier dépôt. Alors, pendant cette année, pendant ce temps entre l'année de priorité et l'entrée en phase nationale, comme l'autorisation sur le marché demande des tâches de validation assez fastidieuses et longues, et bien on en profite pour développer les dossiers techniques, c'est-à-dire développer les spécifications, les moyens de contrôle, faire des validations précliniques, entamer les études cliniques, ça veut dire les protocoles, l'engagement d'un CRO, choisir des sites cliniques GCP, recruter les patients, puis après on a également s'occuper du fast transfert, donc c'est le transfert entre la R&D et la prod, voir si les capacités, les capacités de production correspondent au marché visé. Donc, c'est que vous devez faire un plan marketing, un plan réglementaire. Voilà, en adéquation avec cela. Par exemple, si on vise la Chine et qu'on s'aperçoit que le marché correspond à 2 milliards d'implants, eh bien, on a prévoir peut-être le développement d'une nouvelle usine, etc. Et tout ça doit être fait de façon synchrone avec la période, le timeline du dépôt du brevet. Bref, un petit enfer sur Terre. Voilà. Et donc, le but, in fine, c'est d'avoir l'autorisation sur les différents marchés visés. Et cette autorisation de mise sur le marché, sur les différents marchés visés, correspond en fait au plan stratégique au niveau du dépôt des brevets. Voilà. Donc, je tiens quand même à préciser qu'il peut avoir parfois jusqu'à 10 ans entre le premier dépôt et l'autorisation des mises sur le marché, par exemple aux États-Unis, où les processus sont extrêmement longs, c'est qui grève de façon assez importante la période de protection résiduelle, donc la protection brevet qu'on aurait après avoir mis sur le marché le produit. Dans le cas du médicament, comme Mme Ridley vous l'a admis la chose, il est possible d'étendre cette période via un CCP, un SPC, dans le cas du médicament, mais dans le cas du dispositif médical, ce n'est pas le cas actuellement, donc on ne peut pas étendre la validité du brevet au-delà de 20 ans. Voilà. Alors, comment on choisit nos pays? Je vous ai un peu dit, on choisit les marchés stratégiques où l'on vend, ou bien où on ne vend pas encore, mais où on projette de vendre, typiquement l'Europe, etc., le Japon, les États-Unis, la Chine, parce que c'est évident, mais on peut déplacer un lieu de production, mais le marché, il est là, on ne peut pas le déplacer. Alors, au niveau des aspects financiers, on avait un support de la région wallonne il y a quelques années, il y a beaucoup d'années, mais maintenant on n'a plus de support de la région wallonne, donc on finance ça en direct, en privé. On a un support de l'État indirect
Pourquoi? Parce qu'on on est dans un mécanisme de déduction d'une partie des revenus de l'innovation basé sur les brevets déposés en Belgique et précisément sur la partie brevetée du produit. Donc, s'il y a un différentiel de prix de vente entre un produit non breveté et un produit breveté, via un ou plusieurs brevets, le fisc, quelque part, via un rolling, calcule le différentiel de prix de vente apporté par le brevet. Et sur ça, il peut y avoir une déduction fiscale via des calculs de fiscalité assez complexes. Voilà. Donc, il y a un intérêt à breveter également pour cela. Mais ce n'est pas notre mission, le but premier. Alors, le budget IP est important hein, parce que Fabienne vous a mentionné 20 000 € à peu près par dépôt et par pays. Tu avais mentionné ça, on a très vite 100 000 €. Je peux vous dire que sur 19 000 familles de brevets brevetés en Europe, au Japon, US, en Chine, etc., plus les procédures de veille technologique, d'opposition, etc., on atteint vite, des montants importants, voilà, quelques millions d'euros. Voilà. Eu égard au retour, c'est toujours une balance évidemment, à ce que vous rapporte l'IP, etc., ça vaut toujours la peine de breveter. Voilà. Et si je compare avec, par exemple, une étude clinique qu'on doit réaliser pour obtenir une autorisation de mise sur le marché, par exemple aux États-Unis, ça représente environ 10 millions d'euros par produit pour une étude aux États-Unis, avec un PMA, 510K, donc la procédure longue, 10 millions d'euros par pays. Je veux que l'IP, par rapport à ça, c'est encore acceptable au niveau du montant. Et tout ça coûte très, très cher. Voilà. Alors, la FTO, donc la liberté d'exploitation, à quel moment on fait une FTO? Dès qu'on a un produit suffisamment décrit, donc dès qu'on a la fin du POC, on fait du proof of concept comme ça, on fait la FTO, voilà. Liberté d'exploitation, et on vérifie que le produit est suffisamment décrit, et quand on a vérifié que le produit était suffisamment décrit, on demande à notre mandataire brevet de réaliser une FTO. Mais en général, la question vient de nous. Donc, on n'arrive pas là sans rien. On n'arrive pas là avec une invention. En fait, on arrive là avec une description très précise de l'invention, de notre invention, mais également des produits concurrents et également des concurrents. Donc, on les demande de faire une invention par produit et par le landscape des concurrents également. Donc, ça permet d'avoir un rapport de recherche très pointu et très ciblé par rapport à nos attentes. Voilà. C'est la différence que je peux mentionner par rapport à l'université. Quand j'ai déposé les brevets, quand j'étais à l'université il y a quelques années, là, on arrivait avec un produit où on n'avait pas de connaissances précises du marché, évidemment. Enfin, pas évidemment, mais souvent, on ne connaissait pas les concurrents. Et donc, on arrivait avec une description précise du produit technique, mais on ne connaissait pas l'environnement concurrentiel, technique du produit qu'on voulait breveter. Donc, c'était beaucoup plus compliqué d'avoir alors une FTO, une liberté d'exploitation, même une brevetabilité, un rapport de brevetabilité précis. Voilà. Et donc, ça s'apprend à être précis, exhaustif et avoir un rapport de recherche qui répond à nos attentes. Et ça, c'est pour ça qu'on doit développer des liens proches avec nos mandataires au brevet, parce qu'avec les années, il finit par bien connaître, aussi bien que vous, le milieu, l'environnement concurrentiel dans lequel on évolue. Alors, pourquoi on décide de breveter chez nous? C'est d'abord parce que ça fait partie, ça gonfle, enfin, ça contribue au patrimoine immatériel, donc ça contribue à la valorisation de la société. Ça a un effet dissuasif très important sur d'éventuels plagiats de concurrents. C'est également défensif. Dans un secteur dynamique, si on n'a pas de brevet, on est très fragile, on est exposé face aux concurrents. Et enfin, commercialement, c'est important parce que ça donne une crédibilité scientifique, technique aux produits que l'on vend. Et enfin, il y a les déductions des revenus liés à l'innovation dont j'ai déjà parlé, mais que ce n'est pas plus important. Alors, qui nous accompagne dans le processus IP? Principalement le bureau Gevers et AWA, bureau très proche de nous, privilégié et très réactif. Et alors, pour certains dossiers que je vais dire plus de litige IP,
quand on est attaqué ou qu'on attaque des concurrents pour faire opposition au brevet. J'ai un dossier en cours d'opposition à un brevet déposé en Europe. Voilà, là, on fait appel à des experts locaux. Nous avons 2 mandataires aux États-Unis, 2 en Allemagne, donc pour des points, comme je vous l'ai dit, IP très, très sensibles. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de la question, mais je serai disposé et heureux de répondre à votre question éventuelle. Merci beaucoup. Je vais rendre la parole à Evelyne Gridley pour une petite conclusion. Elle va encore apporter quelques nuances et rappeler quelques points d'attention en rebond à ce qui a déjà été dit. Vous l'aurez compris, il n'existe pas une seule stratégie brevet au niveau du timing, mais il y a des contraintes et il y a des possibilités en matière de brevet. Les contraintes, il y en a 2 qui sont énormes en fait. C'est que la plupart du temps, une invention n'est plus brevetable si elle est divulguée. Et la deuxième énorme contrainte, c'est qu'un brevet a un droit d'interdire. Donc, toute innovation comporte un risque d'enfreindre des brevets d'autres personnes. Et au niveau des possibilités, en connaissant un petit peu les procédures, et j'espère que vous les connaîtrez mieux aujourd'hui, on arrive à jouer pour essayer de minimiser ces contraintes et d'essayer d'avoir un maximum par rapport à ce qu'on a innové pour gêner les autres et ne pas être gêné par eux. Donc, dans les possibilités à la période de grâce, même si on a divulgué l'invention, parfois on arrive à sauver dans certains pays importants. Il y a la possibilité de rajouter des informations durant la première année. Vous avez vu aussi bien à l'université que dans l'industrie, les gens le font parce que ça permet de fixer une première date et puis de rajouter des choses. Et c'est le seul moment où on peut le faire. Il y a les possibilités d'attaquer les brevets, de les contourner ou de négocier avec les titulaires. Et ce qui est important, M. Pagnoul l'a bien dit aussi, il faut garder un œil par rapport à ses concurrents, surveiller ce qui se fait. Donc pour conclure, l'important c'est d'anticiper, déposer tôt pour diminuer l'art antérieur pour soi, divulguer ce qu'on ne veut pas protéger pour augmenter l'art antérieur pour les autres, surveiller ce que font les concurrents et aussi pour attaquer les brevets gênants. Donc je pense que c'est ça la conclusion globale. Au niveau du temps, plus on s'y prend tôt, plus on arrive à minimiser les risques pour soi et les augmenter pour la concurrence.